dans le paléolithique européen, en tout cas pour les périodes qui nous intéressent, en gros entre moins 100 000 et moins 10 000, etc., on a déjà des séquences chronologiques très précises. Disons, on ne trouve jamais qu'elles sont assez précises, mais globalement, à l'échelle mondiale, c'est parmi les plus précises du monde. Donc là, on va vraiment, tu vois, dans le détail, maintenant d'aller chercher des éléments de comportement, de mode de vie, de phases qui sont déjà bien calés dans le temps. C'est ce qu'on fait par exemple à Régismond, tu vois, où là on est dans un aurignacien sur lequel on connaît déjà des centaines de sites, sur lequel il y a eu des dizaines d'études, des centaines d'études. Et donc on va chercher une information très fine qui est en l'occurrence, comme tu le sais, d'aller dégager des sols d'habitat, des structures pour essayer d'aller assez loin dans une démarche paléosociologique. Enfin le plus loin qu'on peut en tout cas. En revanche ici, si tu veux, en Éthiopie, il y en a très peu de références chronologiques. Par exemple, tu vois, entre la thèse de Clément qui le soutient très bientôt le montre bien, entre, mettons, si on prend une fourchette moins 30 000, moins 10 000, on a une poignée de sites datés, tu vois, très peu. Donc notre travail ici, en fait, il est plutôt de ce que pouvait être la préhistoire en Europe il y a une centaine d'années, avec d'autres méthodes évidemment et d'autres approches, mais déjà de commencer à construire, tu vois, les limites, les contours grossiers pour l'instant du continent temporel qu'est la préhistoire ici, quoi. Tu vois, c'est en gros, on est des explorateurs, tac, on essaie de trouver, tu vois, les limites des côtes chronologiques, quoi. Donc on est venu là parce qu'on avait des bons enregistrements géologiques, des bonnes séquences géoles. Ça c'est levé par Laurent et Romain. Et on pouvait donc établir, tu vois, toute une histoire du paysage sur à peu près, là on va dire sur 50 000 ans, pour faire simple. Et à l'intérieur de ça, arriver à caler des moments d'occupation humaine qu'on arrive à bien préciser dans leur chronologie, les uns par rapport aux autres. Et en chronologie absolue, lorsqu'on arrive à faire des datations type radiocarbone, où là on a lancé des protocoles d'OSL, des protocoles d'Argon-Argon, différents protocoles qu'on met à contribution pour essayer de construire une histoire du paysage et des humains dans ce paysage. Mais du coup, c'est vrai que plutôt que de fouiller un site en grande surface, on fouille plein de petits morceaux de sites. Tu vois, là on en est à... Bulbula 1, on a fouillé 4-5 sites, je sais plus, oui, enfin, on pourra faire le décompte, tu vois, il y en a 4-5 avec des extensions, etc. Ici, on va en être à 1, 2, 3, 4, bientôt 5, tu vois, en gros, mais chaque fois on fouille quelques mètres carrés, tu vois. Alors aussi parce que les conditions ne permettent pas d'en fouiller plus, tu vois, là où on est en pied de coupe. Reculer la coupe serait monstrueux parce qu'au-dessus on a des mètres et des mètres cubes de sédiments, on ne peut pas le faire pour des questions vraiment techniques et de dangerosité. De toute façon, on a accès qu'à des petites fenêtres d'observation lorsque l'érosion permet d'avoir accès à un paléosol, avoir accès à un niveau. Mais notre but, c'est vraiment pas de toute façon, même si on pouvait, on ne fouillerait pas à 100 mètres carrés. Tu vois, on resterait sur des fenêtres assez étroites. On multiplie plutôt les fenêtres étroites pour commencer à construire, tu vois, un tableau. Et puis après, une fois que les études sont faites, et là on est déjà en train de passer à cette phase-là un peu, par exemple la thèse de Clément qui maintenant est faite, enfin qui va être soutenue bientôt, on peut se dire, bah, tiens, on a envie d'aller plus loin dans la connaissance de tel ou tel moment, et là on peut essayer d'étendre davantage nos connaissances de tel ou tel site parce qu'il documente tel ou tel moment. Là, on est presque en train de basculer à ça ici, parce que c'est par exemple le DKW2S2, là où nous nous trouvons, on l'a sondé vraiment sur des petites fenêtres en 2010 et 2011. Clément, ça a été une de ses séries de thèses, et vu l'intérêt du matériel, et Joséphine qui elle a aussi étudié la faune qui est très intéressante, donc vu l'intérêt que Joséphine et Clément ont vu dans ce matériel, qui en l'occurrence est daté vers 9900 CalBC, tu vois, plus ou moins, je ne sais plus combien, 100 ou quelque chose comme ça, on s'est dit, bah là ça vaut la peine d'avoir un peu plus d'informations, donc là on a ouvert une nouvelle fenêtre, mais qui reste petite, tu vois, on va fouiller 3-4 mètres carrés, pas plus, quoi. Mais là de toute façon on ne peut pas techniquement. Donc en fait on va multiplier comme ça, tu vois, les spots pour petit à petit construire une trame chronologique. Au 19e, quand ils ont inventé la préhistoire, nos illustres prédécesseurs, les bons d'entre eux, ils n'étaient pas forcément tous sur cette ligne-là, mais les bons d'entre eux, et c'est ceux qui ont marqué la discipline, ont commencé par faire de la chronologie. C'était plutôt des géologues d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux au départ. Ils ont commencé à construire des chronologies, ils ont fait comme nous, ils ont cherché dans quel milieu on va trouver des séquences qui permettent de caler les choses dans le temps. Donc, par exemple en Europe, il y a eu beaucoup les terrasses alluviales, ou les grottes. On va dire que c'était les deux contextes sur lesquels on a commencé à bâtir des chronologies, parce que c'était là où on avait des stratigraphies, où on pouvait retrouver du matériel, le caler en séquence, à l'époque pas le dater de manière directe, mais au moins de manière relative. Ça a été la base du travail. Et ici on fait exactement la même chose, maintenant avec d'autres reculs, d'autres méthodes, etc. Nous pour le coup on a toute une batterie de méthodes de datation, tu vois, physico-chimiques qu'on met à contribution. Mais en gros, le questionnement est à peu près le même, c'est comment on est dans un paysage, ce paysage s'est transformé de manière radicale. Alors ici en plus il s'est beaucoup transformé, là sur 50 000 ans si tu veux, le paysage n'a cessé d'être radicalement différent. En fait il y a deux
facteurs de transformation du paysage ici. Il y a la plus ou moins forte aridité qui fait que tantôt les lacs sont montés, tantôt les lacs sont descendus, aujourd'hui ils sont très bas. Et le volcanisme. C'est les deux facteurs qui transforment le paysage. Mais du coup, ça le transforme radicalement. C'est qu'il faut imaginer qu'il y a, mettons, 10 000 ans, un petit peu moins de 10 000 ans, là on serait sous l'eau. Il y avait un lac il y avait des mètres d'eau au-dessus de nos têtes, dont on voit les traces dans le paysage. Il y a 20 000 ans, un peu plus peut-être, il y a une grosse éruption volcanique qui a déposé par endroits jusqu'à 8 à 10 mètres de pierre ponce. Donc ça change quand même un paysage. Donc nous on essaie déjà de lire cette évolution du paysage à travers donc, le phénomène, on va dire, des grands cycles climatiques que sont le taux d'humidité, donc de montée des eaux ou d'aridité, baisse des eaux, et des phénomènes plus catastrophiques que sont le volcanisme. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir comment, in fine, si on arrivait à penser ça, et comment les hommes se sont adaptés à ces deux grandes formes de transformation du paysage que sont d'un côté, tu vois, les grands cycles climatiques, de l'autre côté, les catastrophes, qui s'emboîtent ici géologiquement et qui ont eu des impacts sur leur vie, avec des rythmes certainement très différents. Donc voilà, donc ça, nous, en fait, on fait la même chose que nos prédécesseurs, mais avec nos méthodes et notre recul. Donc c'est que la mission, elle est très géologique. Tu vois, en fait, on passe pratiquement autant de temps à faire de la géole avec... donc là, c'est piloté par Laurent et Romain, qui lèvent les séquences, qui regardent tout, et puis nous, on essaie de... Alors, on leur apporte aussi des informations. Par exemple, c'est que tout à l'heure, on a été voir un site avec Laurent et Romain. Eux nous disent, pour nous, ça, c'est tel membre de la séquence. Il y a du matos, on le regarde et on confirme si c'est compatible ou pas avec ce que nous, on a déjà vu ailleurs. Donc, en fait, les deux disciplines, tu vois, ça alimente les discussions. En bas, par exemple, pour prendre un petit exemple, tu vois, hier, Katia avait repéré un niveau alluvial avec du matos qui sortait, qui était compatible avec, là aussi, avec une phase qu'on avait déjà diagnostiquée. À ce moment-là, Laurent pensait que c'était plutôt un truc en position vraiment franchement secondaire, une reprise. Et puis nous, on ne savait pas trop, mais ça, en tout cas, c'était pas forcément ça. Ça pouvait être aussi un truc en position, en séquence mieux calée. On y retournait ce matin, effectivement, c'est mieux calé en séquence. Tu vois. Voilà, donc les deux disciplines s'alimentent l'une l'autre, avec comme même objectif de construire une chronologie et à la fin d'essayer de voir comment est-ce que nos bons hommes donc préhistoriques, ont vécu dans cet environnement. En sachant que là, comme on est au fond de la vallée, enfin au fond de la plaine, on sait qu'en gros, on va documenter des moments assez particuliers. C'est des moments où, évidemment, les lacs ne sont pas trop hauts, sinon ils ne sont pas là, ils sont en dehors, ils sont en dehors de la plaine dans laquelle on est, puisqu'ils seraient sous l'eau, les pauvres. Donc forcément, ce n'est pas les moments les plus humides, ce n'est pas les moments les plus arides non plus. Les moments les plus arides, soit ils sont carrément pas là, soit il y a eu de telles érosions qu'on ne les retrouve pas. Par exemple, là, c'est notre problème, c'est que notamment le Younger-Dryas, qui est une phase assez aride, semble-t-il ici, même très aride, à toute fin du Pléistocène, charnière Pléistocène-Holocène, entre 11 000 et 10 000, ce Younger-Dryas, on n'a aucun site correspondant à cette phase-là, dont on sait que les lacs pourtant étaient très bas. Et là, on en parlait encore ce matin avec Laurent et Romain, on ne sait pas si en fait on n'a pas de site parce que les types n'étaient pas là, ou plutôt parce que de toute façon, pour l'instant, on n'arrive pas à distinguer des sédiments, des formations dont on peut attribuer à cet épisode en particulier. Donc nous, en gros, on va trouver des moments où c'est humide mais pas trop, aride mais pas trop, tu vois. C'est-à-dire, en gros, les types peuvent venir s'installer là parce qu'ils y trouvent quand même des conditions de vie satisfaisantes, mais pas suffisamment humides, sinon, évidemment, tout remonte. Et quand l'eau remonte, eh bien, sans doute, ils vont s'installer sur les collines autour. Et on a effectivement sur les collines autour, au-dessus des hauts niveaux de lac, on a plein de traces d'installations humaines. Mais là, le problème, c'est qu'elles ne sont pas datables, très difficilement datables, parce que c'est dans les paléosols qui ont résidualisé et accumulé des phases de fréquentation, peut-être sur parfois des millénaires, voire peut-être des dizaines de millénaires. Le sédiment est hyper acide, parce que comme tu le sais, ce sédiment ici, il est composé que de matière volcanique très acide. Là, c'est des petites ponces colluviales là, toutes roulées que je tripote. Et donc, il y a dans les paléosols des buttes autour, on n'a pas de matière organique, donc on ne peut rien dater, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas d'os, etc. Donc c'est frustrant de savoir qu'en fait les moments les plus hauts des lacs, où les types allaient s'installer sur le pourtour des lacs, là c'est un contexte que nous géomorphologiquement on distingue, mais qu'on ne peut pas arriver à caler correctement en séquence. Donc on sait qu'on est réduit à observer des moments particuliers de la vie dans ce territoire. Le but, tu vois, pour Romain et moi qui avons commencé cette mission ensemble en 2007, tu vois, c'est effectivement de mettre en place une équipe, tu vois, et ça veut dire lancer des gens sur des sujets. Là, ça a été le cas avec Katia, ça a été le cas avec Clément, maintenant c'est le cas avec Lucie, par exemple, puis d'autres, j'espère, viendront. Également du côté éthiopien, tu vois, Bailou qui est avec nous maintenant, qui a fait son master sur nos séries, tu vois, enfin voilà. Donc lancer des Éthiopiens, des Français, enfin, tu vois, sur ce terrain, en espérant qu'ensuite eux vont reprendre, tu vois, la suite.
Donc là, c'est vrai que cette mission, très concrètement, effectivement, elle sert à lancer des sujets. Moi, ça m'intéresse beaucoup intellectuellement d'être là. Mais c'est vrai que je le fais beaucoup aussi dans mon rôle d'enseignant, tu vois, qui, à travers ces terrains-là, peut lancer des sujets originaux, confier ces sujets, du lithique, de la faune, etc., à des chercheurs, de futurs chercheurs, dont j'espère qu'eux vont devenir des vrais africanistes, tu vois, et qui vont pouvoir prendre le relais, bien sûr. Ça, c'est très important. Enfin, c'est un aspect important de la mission. Donc oui, c'est pour ça, tu vois, que là, très concrètement, Clément s'occupe de ce secteur, Katia s'occupe de l'autre secteur, Joséphine avec Lucie sont en train de gérer toute la partie poisson. En fait, tu vois, voilà, il faut mettre en place des équipes très compétentes, opérationnelles, et c'est le cas. Là, on a beaucoup de chance d'être avec une telle équipe. Également pour Beilou, tu vois, Beilou, il est au ministère de la Culture éthiopien, enfin la RCCH, il a fait son master sous la direction, sur le tutorat de Clément, je pense, sur une partie du matériel qu'on avait tiré de nos fouilles précédentes. Moi, je peux que souhaiter de voir un Beilou, tu vois, lui-même, désormais prendre ses fouilles, etc. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, tu vois, donc ça fait partie de notre boulot, ouais. On trouvait des céramiques, tu vois, dans certains de nos sites les plus récents, et en fait, au début des fouilles, en fait, on ne savait pas du tout comment les dater, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de référentiel, tu vois, sur les céramiques ici, y compris les céramiques récentes. Donc il y avait Jessie qui à l'époque, elle n'était pas encore au CNRS, elle avait fini sa thèse, elle était arrivée chez nous comme à Toulouse comme à TER, mais elle n'était pas encore au CNRS. Moi je lui ai proposé de venir pour voir un peu les céramiques, tu vois, voir ce qu'il y avait à faire, et puis voir un peu si du côté ethno, on pouvait justement, tu vois, en observation actualiste, tu vois, voir un peu si on pouvait comparer. Et en fait, ça lui a beaucoup plu, et donc pour le coup, elle a monté maintenant sa propre mission, tu vois, donc elle a depuis plusieurs années, donc là, elle est venue une année avec nous, en fait, nous on a juste servi, tu vois, d'amorce au projet. Après, elle a monté sa propre mission, elle est rentrée d'ailleurs entre-temps au CNRS, donc ça lui a donné encore plus d'assises pour le faire, elle a eu ses propres financements, ses propres, etc., etc. Et maintenant, je suis très heureux de voir effectivement que, tu vois, le projet de Jessie a pris totalement son envol, et voilà, et on peut que souhaiter que ce soit la même chose pour ceux dont on vient de parler, quoi. Que chacun après lance le pilote son projet. C'était un petit peu le cas aussi pour Lamia Khalidi, elle qui est venue ici pour travailler avec nous sur les obsidiennes. C'était une grande spécialiste de ça, mais au Yémen, et elle voulait prendre pied un peu, tu vois, sur l'Afrique de l'Est, et donc elle est venue avec nous 2 ans ou 3 ans, Lamia, tu vois, pour faire justement l'analyse des gîtes à obsidienne, tu vois, du secteur, notamment de la Loutou qui est juste derrière nous. Et maintenant, hop, elle a monté son propre projet. En l'occurrence, elle s'est déplacée en Éthiopie, tu vois, elle va dans la région des Afars. Mais c'est le même principe, tu vois, c'est qu'en gros, nous, on sert un peu, tu vois, de tremplin à des missions qui peuvent prendre leur envol. Le tremplin, il vient aussi parce que ça permet, tu vois, aux gens de se faire connaître auprès des autorités éthiopiennes, de se faire connaître auprès des autorités françaises aussi, par rapport au MAE, etc. Enfin, tu vois, le MAID, Trouver des financements. Trouver des financements, voilà, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier, quoi.